Bonjour et bienvenue sur la plateforme Insurance Academy. Cette formation a pour objectif de vous familiariser avec la réparation du dommage corporel, une matière qui se complexifie de plus en plus et dont les bases sont essentiellement jurisprudentielles, donc assez opaques. La formation devrait vous permettre en pratique d'adopter les meilleurs réflexes en tant qu'assureur ou en tant que courtier pour anticiper ou résoudre les difficultés dans un dossier et placer dès le départ les bonnes bases qui vous permettront de vous assurer que la réparation qui reviendra in fine à la victime sera la plus adéquate possible. Dans cette première capsule, nous allons aborder le contexte dans lequel s'inscrit l'indemnisation du dommage corporel et les principes directeurs de la réparation. Pour situer le contexte tout d'abord dans lequel se situe l'indemnisation d'un préjudice corporel, il faut rappeler que cette indemnisation intervient en faveur d'une personne qui a été blessée et qui peut être indemnisée des blessures qui lui ont été causées. Car pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il faut déjà pouvoir démontrer sa qualité de créancier d'indemnité à l'encontre de celui qui doit supporter la charge de cette indemnisation, qui est lui le débiteur de réparation. Dans la présente formation, qui vise directement l'indemnisation de la victime, nous sommes déjà un stade plus loin, après cette question relative à la qualité de créancier et de débiteur de réparation. On présuppose donc ici que soit, première hypothèse, l'indemnisation est automatique dans le chef de la victime. Par exemple, parce qu'elle peut prétendre à l'application de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989. Cet article permet à l'usager faible de prétendre à une indemnisation s'il est victime d'un accident de la circulation, sans devoir démontrer à qui incombe la responsabilité de son accident. Dans cette formation, nous essayerons de partir souvent de l'exemple de Sophie, qui, disons, est âgée de 22 ans et qui est renversée par une voiture alors qu'elle circule à vélo. Elle subit des blessures, son vélo est abîmé. Eh bien, Sophie ne va pas devoir prouver que c'est la voiture qui l'a renversée qui est en tort dans cet accident, et elle va pouvoir directement s'adresser à l'assureur RC Auto de ce véhicule pour réclamer l'indemnisation de son dommage. Et c'est à ce stade du dossier que nous nous trouvons, pour savoir directement comment son dommage peut être réparé. Soit, deuxième hypothèse maintenant, l'indemnisation n'est pas automatique. La question des responsabilités est donc déterminante, mais elle a déjà été réglée. En d'autres termes, la responsabilité de celui qui a causé le dommage à la victime a déjà été établie en amont. Pour parvenir à démontrer cette responsabilité, il s'agit, dans de nombreux cas, de diligenter tout un litige relatif à cette seule question qui doit absolument être traité en amont, avant seulement d'analyser l'éventuelle indemnisation qui serait due à la victime. À nouveau, dans notre cas, nous nous trouvons déjà dans ce second stade où il est uniquement question du dommage et de son indemnisation. Maintenant que nous savons où nous nous trouvons dans le dossier, il faut encore déterminer comment l'indemnisation du dommage de la victime va intervenir. Et ce dommage va devoir être évalué pour ensuite seulement pouvoir être réparé. C'est logique puisqu'il faudra bien entendu d'abord évaluer médicalement le dommage et déterminer l'ampleur des blessures qui ont été subies par la victime ainsi que les éventuelles séquelles, qu'elles soient physiques ou psychiques, que la victime conserve de l'accident, avant de pouvoir ensuite calculer financièrement les indemnités qui doivent concrètement revenir à la victime pour que son dommage soit réparé dans son intégralité. On a donc deux versants dans l'indemnisation du dommage d'une victime. Son évaluation médicale qui vise à déterminer la gravité des lésions, des blessures, puis l'évaluation, la réparation financière du dommage, qui implique, elle, de calculer les montants qui doivent revenir à la victime. Et pour le dire schématiquement, arriver à mettre des euros sur des souffrances, sur des blessures. Puisque les deux questions sont différentes, elles impliquent dans les faits l'intervention d'acteurs différents. Pour l'évaluation médicale, c'est un médecin formé à l'expertise médicale qui pourra évaluer les séquelles d'une victime. On parlera d'expert médecin ou de médecin conseil. Et nous verrons dans la capsule suivante les formes que peut prendre ce procédé d'évaluation médicale. Quant à la réparation juridique et financière du dommage, elle n'est en principe pas non plus réalisée par la victime elle-même, les questions étant bien trop techniques, mais par un intervenant défendant ses intérêts, qui peut être son assureur protection juridique et ou, le cas échéant, un avocat. En cas de litige avec le débiteur d'indemnisation, c'est finalement aussi un juge qui peut être amené à trancher et fixer les indemnités devant revenir à la victime. D'un point de vue juridique, la réparation du dommage doit respecter différentes règles, répondre à certains principes cardinaux. Ces règles ne figurent pas dans un texte de loi, mais ont toutes été implicitement dégagées de l'article 1382 du Code civil par les cours et tribunaux au fil du temps.
Alors cet article est très large et contient surtout la règle fondamentale de responsabilité extra-contractuelle, mais il contient aussi l'obligation de réparer le dommage pour la personne qui l'a causé. En revanche, il ne comprend pas de règles d'évaluation de dommages à proprement parler. Donc ce sont vraiment les juges qui ont dû façonner de jugement en arrêt les règles applicables à la réparation du dommage. Premier principe à respecter en matière de réparation du dommage consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si aucune faute n'avait été commise. Ce principe est classiquement appelé celui de la réparation intégrale du dommage. En droit belge, la réparation du dommage est très différente par rapport à d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. Dans ces pays, le jeu consiste souvent à obtenir les indemnités les plus élevées possibles, avec un aspect très symbolique des choses et une visée punitive. Le montant qui est accordé à la victime ne dépend donc bien souvent pas de la gravité des blessures que celle-ci a pu subir. Alors que chez nous, par contre, les indemnités qui sont versées à la victime doivent lui permettre de réparer son dommage dans la stricte mesure où elle l'a effectivement subi. La victime devra donc prouver, de manière très précise, tous les aspects de son dommage, et chaque frais qu'elle a pu exposer du fait de l'accident pour qu'il lui soit remboursé, ni plus ni moins. La victime ne peut donc pas s'enrichir, mais l'accident ne peut pas l'appauvrir non plus. Il n'est en effet pas question qu'elle soit doublement victime, une fois de l'accident et une seconde fois d'un appauvrissement. Le second principe cardinal résulte de la définition même du dommage. Pour être réparable, le dommage doit consister en la lésion d'un intérêt stable et légitime. Donc cela signifie que tout ce que la victime a perdu du fait de l'accident ne peut pas nécessairement être réparé. L'exemple le plus courant concerne celui du travail non déclaré. Si on reprend le cas de Sophie, à la suite de son accident de vélo, elle n'a pas pu se rendre à son travail pendant plusieurs mois. Elle a donc subi des pertes de revenus. Elle n'était cependant pas déclarée pour ce travail, elle travaillait donc au noir. Pour cette raison, et par application de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ne va malheureusement pas pouvoir obtenir la réparation de ses pertes de rémunération, car sa rémunération consistait en un avantage illicite. Or, elle ne peut récupérer que les avantages licites, donc légitimes, qu'elle a perdus du fait de l'accident. La victime doit aussi démontrer que l'avantage qu'elle a perdu était stable, donc qu'il s'agissait d'un avantage sur lequel elle pouvait véritablement compter et s'appuyer de manière durable. Le troisième principe gouvernant la réparation du dommage est celui de son évaluation in concreto, donc concrète. Puisque la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas été victime de l'accident, il faut analyser sa propre situation pour déterminer l'indemnité qui doit lui revenir à elle, en compensation de son propre dommage. Cette règle explique pourquoi chaque victime reçoit une indemnisation individualisée qu'il faut prendre le temps de calculer pour que chaque facette du dommage de la victime soit bien réparée. Chaque victime qui perd une jambe, par exemple, ne reçoit donc pas les mêmes indemnités qui auraient été fixées dans des barèmes. Non, l'indemnité qui sera octroyée à la victime tiendra compte de son âge, de sa situation personnelle, ménagère, économique, etc. Sur un plan économique, par exemple, la victime qualifiée qui exerce une profession essentiellement intellectuelle ne va pas être autant impactée dans son travail lorsqu'elle perd une jambe que la victime qui avait un travail physique et devait compter sur ses aptitudes physiques pour réaliser son travail. Ces deux travailleurs ont peut-être la même lésion, le même âge, la même vie familiale, mais ils n'avaient pas les mêmes revenus, et n'ont donc pas non plus la même valeur économique sur le marché général du travail. Eh bien, le fait qu'ils aient tous deux perdu une jambe n'a pas non plus les mêmes conséquences sur leur valeur économique. C'est pareil pour le préjudice ménager, où deux victimes peuvent avoir les mêmes taux d'incapacité et des séquelles aussi graves, mais l'une a des séquelles plutôt psychiques, morales, quand l'autre a des séquelles orthopédiques. Eh bien, dans la tenue de leur ménage, elles ne vont évidemment pas être impactées de la même manière. Et il faudra donc regarder comment chacune est affectée personnellement dans ses activités. Donc pour assurer à une victime la réparation intégrale de son dommage, il faut bien faire du sur-mesure et presque parfois de la haute couture, au terme d'une évaluation la plus concrète possible. Le quatrième principe gouvernant la réparation du dommage est celui de la libre disposition de l'indemnité. Ce principe implique que les indemnités versées à la victime le sont une fois pour toutes. La victime peut donc ensuite décider d'affecter cette somme à ce qu'elle veut. Par exemple, si je donne une somme à Sophie lui permettant d'obtenir l'aide d'une infirmière à domicile pour faire sa toilette, pour compenser ce qu'on appelle un besoin d'aide de tiers, elle peut très bien demander à ses proches de s'occuper d'elle sans faire appel à cette infirmière et sans donc consacrer l'indemnité qu'elle reçoit au paiement d'une infirmière. Dans les faits, elle peut donc garder la somme qu'elle a reçue pour elle et l'affecter à toute autre chose, comme bon lui semble. Car ce qu'on indemnise dans son chef, c'est son besoin d'une infirmière, même si elle n'y a pas fait appel dans les faits. Ce principe connaît tout de même certaines restrictions en matière de frais, par exemple pour les frais médicaux pour lesquels on demandera généralement à la victime de produire des justificatifs attestant du montant qu'elle a effectivement dû débourser pour se soigner ou qui est resté à sa charge.
Par contre, une fois que la victime reçoit la somme correspondant au remboursement de ses frais, elle ne doit pas ensuite prouver qu'elle l'a bien utilisé pour payer ou rembourser sa facture d'hôpital. Enfin, le 5e principe à respecter consiste pour la victime à limiter son dommage. C'est vrai que le responsable du dommage a l'obligation de le réparer intégralement et dans toutes ses composantes. Mais la Cour de cassation ajoute tout de même que la victime doit rester raisonnable pour limiter, tant que faire se peut, l'étendue de son dommage. La victime n'a donc pas l'obligation de réduire à tout prix son dommage, elle doit uniquement prendre des mesures raisonnables pour limiter le préjudice, comme l'aurait fait toute personne raisonnablement prudente et diligente. Si on considère que la victime a fautivement aggravé son dommage, on pourra lui refuser tout ou partie de l'indemnisation de ce dommage. Ce principe a connu diverses applications en pratique, comme pour le choix par la victime d'une chambre individuelle à l'hôpital plutôt que d'une chambre commune, le rappel de paiement des frais que la victime laisse courir et fait grimper, le type de soins que choisit la victime entre un hôpital aux États-Unis ou celui existant à côté de chez elle. Il s'agit toujours d'une question d'appréciation qui est soumise au pouvoir souverain du juge au regard des données concrètes du cas d'espèce, pour déterminer s'il a été fautif ou non pour la victime de se comporter comme elle l'a fait. À l'ouverture d'un dossier, lorsqu'une victime vient vous consulter, certains conseils peuvent directement lui être donnés et certains réflexes peuvent être adoptés pour anticiper les suites de son indemnisation. Il faut tout d'abord lui expliquer qu'elle doit donner priorité à la prise en charge médicale et à la qualité de cette prise en charge. Avant de penser à son indemnisation, une victime doit absolument se soigner et prendre le temps de le faire pour mettre en place sa guérison et se ménager une convalescence complète, tout en restant bien entendu raisonnable, conformément à l'obligation de limiter son dommage. Si la victime n'est pas en mesure de se soigner comme elle le devrait ou le voudrait pour des raisons financières, une avance peut être demandée au débiteur de réparation. Cette avance consiste en une indemnisation provisionnelle dans l'attente de l'indemnisation définitive. Puisqu'il s'agit d'une avance, la somme allouée à la victime sera in fine déduite des indemnités totales qu'elle recevra en réparation de son dommage. Dans les faits, une quittance est signée formalisant ce paiement qui est uniquement provisionnel. Il faut aussi absolument dire à la victime qu'elle doit conserver la preuve de toutes ses dépenses. Il peut s'agir de factures ou de tickets par exemple, car pour certains postes de dommages, si la victime n'est pas en mesure d'apporter un justificatif de sa dépense, aucun montant ne pourra en principe lui être remboursé. Autrement dit, sans justificatif, c'est presque comme s'il n'y avait pas de dommage. Alors, réunir les justificatifs, c'est quelque chose qui peut être assez fastidieux pour des victimes qui sont souvent déjà épuisées et accaparées par d'autres soucis, en particulier celui de se soigner. Donc le conseil qui peut leur être donné est de rassembler tous ces justificatifs dans une boîte à chaussures qu'elles ne doivent ouvrir que pour y glisser un ticket, et qu'il reviendra ensuite à l'avocat de dépouiller et trier pour identifier tous les montants pouvant être réclamés. Il faut aussi souligner qu'à côté de la boîte à chaussures, il y a un piège qui peut guetter les victimes les plus minutieuses. Celles-ci décident parfois spontanément de tenir un tableau récapitulatif de dépenses, sous format Excel par exemple. L'idée est bonne, mais elles perdent de vue qu'il leur faut aussi et surtout garder le ticket correspondant à chaque dépense. Faute de quoi, tous ces montants, quoique bien classés dans un tableau, ne pourront pas être récupérés. Donc dans les faits, la victime qui dresse un tableau Excel et ne conserve pas ses justificatifs, elle ne peut pas obtenir le remboursement des montants qu'elle a soigneusement listés. Et ça, ce n'est pas toujours facile de lui expliquer. Dans le même ordre d'idée, il peut également être utile à la victime de tenir un cahier, dans lequel elle pourrait indiquer les trajets qu'elle réalise en raison de l'accident et des soins qu'elle doit subir, mais aussi noter ses ressentis et leur évolution aujourd'hui ou sur des périodes plus longues. Elle peut également décrire les modifications de son état, qu'il soit physique ou psychique. Cet élément descriptif est important, car au rythme de leur convalescence, beaucoup de victimes vont avoir tendance à oublier, pour refouler les difficultés qu'elles ont pu connaître au quotidien et auxquelles elles ont dû s'adapter. Par instinct de survie, certaines souffrances vont être refoulées, ou certaines difficultés rapidement enfouies pour s'en distancer, au point que certaines victimes ne se souviennent plus de ce qui était normal avant et qu'elles n'arrivent donc plus à identifier tout ce qu'elles doivent mettre en place aujourd'hui, compte tenu de leurs séquelles. Or, lorsque la victime va se retrouver face à un médecin expert, elle devra s'exprimer quant à ses lésions et expliquer les différentes étapes de sa convalescence, lister ses plaintes. Cet exercice est déjà difficile à réaliser pour une victime dans un cadre familier ou rassurant. Il est encore plus dans l'atmosphère impressionnante d'une expertise. Donc la tenue d'un cahier à avoir partout avec soi peut véritablement aider la victime à y parvenir et lui permettre de noter tout ce qui lui vient pour ne rien oublier. Il faut ensuite, et assez rapidement, veiller à identifier les victimes indirectes de l'accident. Ces victimes indirectes sont celles qui subissent ce qu'on appelle un préjudice par répercussion. Ce préjudice est défini comme le préjudice éprouvé à titre personnel par une ou plusieurs personnes du fait du dommage subi personnellement et directement par une autre personne.
Il s'agit en d'autres termes du dommage que subissent les proches de la victime accidentée. Ces proches sont des victimes indirectes du dommage causé à la victime directe. Ils peuvent également prétendre à une indemnisation de leur préjudice par répercussion. Il peut s'agir par exemple d'un préjudice moral en raison du traumatisme de l'accident, de remboursement de frais exposés au bénéfice de la victime ou d'un préjudice économique résultant de la perte du soutien financier que leur apportait la victime. Leur indemnisation est généralement plus modeste et même assez symbolique dans son versant moral. Mais il ne faut pas pour autant les oublier et il faut veiller à en faire état dès le départ aux débiteurs d'indemnité pour éviter tout problème de prescription. Ce n'est en effet pas parce qu'un dossier est ouvert au nom de la victime et suit son cours ou aboutit à une procédure judiciaire que la prescription aurait également été interrompue pour les proches qui disposent pourtant également d'un droit propre à une indemnisation. Cinquièmement, il convient d'identifier si l'accident qu'a subi la victime constitue un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail. Dans cette hypothèse, c'est une législation particulière qui va trouver à s'appliquer, généralement la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lorsque la victime était employée, ou la loi du 3 juillet 1967 si la victime travaillait dans le secteur public. Grâce à ces textes légaux, la victime va pouvoir s'adresser à l'assureur de son employeur, que l'on appelle l'assureur-loi, pour réclamer l'indemnisation qui lui est due du fait de l'accident du travail. Il faut savoir que cette indemnisation est plafonnée, elle n'est donc pas intégrale comme le commandent les principes gouvernant la réparation du dommage. Elle est aussi limitée, puisqu'elle ne concerne pas tous les postes de dommage. Il s'agit essentiellement de l'indemnisation de l'incapacité de travail de la victime et du remboursement de ses frais médicaux, paramédicaux, de prothèses. Donc en principe, la victime va pouvoir obtenir auprès du responsable de son dommage ou de son assureur l'ensemble des dommages dont elle n'a pas obtenu réparation en loi, donc auprès de l'assureur-loi, par application de la législation sur les accidents du travail. Mais elle ne va pas pour autant pouvoir cumuler les indemnités. Il faudra donc faire un calcul précis de ce dont elle a déjà été indemnisée en loi pour ne réclamer que le solde en droit commun. Donc, lorsque la victime subit un accident du travail ou sur le chemin du travail, son indemnisation comportera deux volets radicalement distincts, celui de son indemnisation prioritaire en loi et celui de son indemnisation subsidiaire en droit commun. Et il faut veiller à bien diligenter ces deux volets sans négliger le second. Enfin, il faut également penser à prévenir la mutuelle de l'accident qu'a subi la victime. Puisque la victime a été blessée, elle va devoir subir des soins et en toute hypothèse, elle pourra recevoir certains remboursements de la mutuelle pour ses soins. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'un accident, la mutuelle est subrogée dans les droits de la victime par le biais de l'article 136 paragraphe 2, alinéa 4 de la loi du 14 juillet 1994, pour récupérer auprès du responsable de son dommage les sommes qu'elle a déboursées en faveur de la victime. Il faut donc bien penser à dire à la victime de prévenir sa mutuelle pour que ce recours puisse plus tard être exercé. Nous avons vu dans cette première capsule le contexte dans lequel s'inscrivait la réparation du dommage à la victime, dont il ne peut être question que lorsque les questions de responsabilité ont déjà été réglées en amont. Nous avons également vu les principes qui doivent toujours guider la réparation du dommage. Et nous avons enfin épinglé certains premiers réflexes salvateurs dans un dossier, permettant de mettre un dossier sur les rails. Maintenant que l'accident a eu lieu et que le dossier est ouvert, le processus de son indemnisation peut réellement débuter. Ce sera l'objet de la prochaine capsule.